Adhésion. Exactement. Elle a toujours. Buongiorno. Buongiorno. Come vai? Molto bene. Moi, je l'avais fait l'année dernière. Je sais pas combien il y avait de jeunes, mais moi, j'en avais 3. J'ai fait Le traitement en noir et blanc permet aussi à Matteo d'exprimer tous ses talents de directeur de la photographie et vous verrez, vous pourrez juger par vous-même, il en a beaucoup. Dans la magnificence perturbée d'un site unique et impensable, donc celui de la Ring... Ah, j'ai encore mal pensé. Un petit peu. La Rinconada. Voilà, comme ça je suis sûr que ça a été bien prononcé. Donc ce traitement en noir et blanc, il contribue aussi à rendre plus universel le thème qui est abordé, les belles richesses provenant souvent d'une exploitation extrême de la ressource dans des conditions qui sont à peine humaines. Donc dans cette ville, l'oxygène manque. Il n'y a aujourd'hui pas d'installation sanitaire, pas d'égout, pas d'eau courante, pas de contrôle de la pollution et très peu de services publics. C'est ainsi qu'est planté le décor dramatique de la mine du diable que vous allez donc pouvoir découvrir dans cet écran dans quelques minutes. Je vais juste prendre un peu de votre temps, tout d'abord pour saluer Esperanza, qui vous parlera donc de la semaine du cinéma hispanique, et toutes les chevilles ouvrières de cette semaine, dont certaines sont présentes dans la salle. Et puis, deuxième temps que je prends, c'est pour nous associer le Rio à la lettre ouverte qui a été diffusée sous forme de pétition par l'association Sauf qui peut le court-métrage. Je pense que vous savez à peu près tous et toutes ce qui arrive en ce moment à l'association, qui a donc besoin de soutien. Ce soutien, il peut se manifester par une pétition qui est en ligne sur le site change.org. Je vous demande si vous partagez justement un peu nos convictions dans un cinéma qui propose des choses de qualité et qui ne sont pas conditionnés au bon vouloir d'un élu, quel qu'il soit, de bien vouloir manifester vous aussi votre souhait pour la diversité et la vivacité de la culture. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être ici. Merci à Cinéma de Rio et à la semaine du cinéma hispanique pour avoir organisé cette séance. Et bon, vous êtes en train de partir pour la ville plus haute du monde pour chercher la plus grande veine d'or. Et comme vous verrez tout de suite, ça traite d'un voyage tant physique que spirituel. Et donc, je vous laisse ce voyage, bon voyage et bonne séance. Et on se voit après. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à préciser que Matteo vient directement de Turin. Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Je suis l'association est ravie donc de faire ce partenariat avec le Rio. Donc Aurélie, j'avais en tant que présidente contacté déjà le Rio, bon, sachant qu'on est toujours partant pour découvrir, découvrir des réalités sociales ou autres, économiques, etc. Et surtout avec le réalisateur, tu pourras nous en dire plus. Et nous avons vu ce documentaire fiction avec Grégoire ici présent. Et nous avons dit, allez, c'est parti. Donc on vous remercie de nous associer à cette œuvre que tu as faite magnifique. Je ne vous en dis pas plus sur Matteo, parce que je lui ai déjà posé plein de questions concernant donc, où est-ce qu'il a appris le français, etc., est-ce qu'il parle espagnol, mais vous pourrez les poser. On s'associe bien sûr au court-métrage. J'ai fait passer 200 mails sur une de ma boîte perso pour ceux qui veulent soutenir donc, le Sauf qui peut le court-métrage. Voilà. Timo Edford est au courant, vous savez que nous avons un partenariat avec eux et qu'on choisit des films, des courts-métrages hispaniques pour faire une soirée spéciale chaque année.
Donc c'est bien aussi de différencier donc, le cinéma et voir d'autres mondes et de découvrir d'autres choses assis sur son fauteuil, sans frontières et la découverte du monde. Le court-métrage en fait partie et moi je suis partie pour aller vers eux. Voilà. En ce qui concerne notre association, vous avez dû recevoir un mail en disant que notre soirée de clôture, il y en aura une. Effectivement, je le sais depuis hier soir, parce que ça fait un petit moment que je suis dessus, donc ce sera le mardi 13 juin, avec un film inédit en avant-première qui a été primé à Venezia, chez toi là-bas, et aussi qui a été nominé 5 fois au Goya, et il a été en compétition aussi à Saint-Sébastien. C'est un film avec 2 brillants acteurs espagnols, Penélope Cruz et Luis Tosar. Je vous dis à tout à l'heure, bonne séance pour poser des questions à notre Matteo. Hasta pronto. D'être avec nous ici ce soir. Ce film, c'est un personnage, hein, bien sûr, le personnage principal, on y reviendra, mais un des personnages du film, c'est aussi ce lieu, c'est cet endroit absolument incroyable, que ce soit la mine, mais les paysages qui l'entourent, et puis la ville aussi. Ma première question, ce serait comment tu as rencontré ce lieu-là, comment tu l'as connu, appréhendé, rencontré. Et c'était le 2010 et j'étais en train de tourner un autre documentaire en Tanzanie et j'ai eu l'opportunité de travailler, hein, de tourner pour une semaine plus ou moins dans un petit village, une petite mine d'or, hein, artisanale. Et c'est là que j'ai entendu un peu soit la dimension métaphysique de la mine, et soit j'ai appris que le graphique du prix de l'or ne représente pas seulement le prix, évidemment, mais aussi le mouvement des dizaines de milliers de mineurs, hein, qui, selon le prix de l'or, se bougent dans la mine. Et donc, je me suis dit, je vais travailler sur une histoire, sur la nouvelle roue vers l'or. Et après, j'ai commencé à chercher un lieu dans lequel aller pour tourner ce film. Et je voulais un lieu qui pouvait exprimer la conquête de l'espace, hein, qui est impliquée dans la production de la richesse. Et je suis tombé par hasard sur des images de la Rinconada, et pour moi c'était vraiment le lieu que je cherchais. Et donc je suis parti après pour rechercher comment aller à la Rinconada avec une histoire. Tu me dis, Esperanza. Vas-y, parce que moi j'ai déjà posé plein de Oui, choses. Alors du coup, voilà, ce lieu, donc c'est ça d'abord qui a motivé le film, et ensuite, voilà, comment ça s'est construit, comment tu as rencontré ce jeune homme là qu'on suit tout du long. Comment s'est passée cette rencontre? Et donc, j'ai étudié un peu comment les gens se retrouvent à la Rinconada, et j'avais compris que c'est un travail saisonnier, donc facilement on pouvait trouver des personnages directement à Lima et faire un peu le voyage avec eux. Et c'est pour ça que j'ai fait un premier voyage. C'était le 2016, et pendant le voyage à Lima, on était en train d'organiser un casting, hein, pour chercher, parce que nous on cherchait vraiment un adolescent, vraiment un jeune homme. Et après, un ami de mon assistant qui m'a aidé aussi à faire des recherches
C'est un poète qui a travaillé beaucoup dans les petits villages des Andes, en faisant des petites bibliothèques, mais aussi dans les banlieues de Lima, en faisant des parcours d'écriture créative avec des gens du quartier, des enfants qui laissent l'école vraiment très jeunes. Et bon, pour conclure, ce poète Feliciano Mejia, il est traduit aussi en français, je pense. Vous pourrez trouver quelque chose. Et il nous a dit pourquoi vous avez rencontré José avant de faire le casting. Donc on a rencontré José et après vraiment quelques mots, il m'a dit qu'il avait appris que l'or appartenait au diable quand il avait 13 ans. Et donc j'ai préféré aller plus loin avec lui plutôt que chercher des autres personnages. Et après, avec lui, on a travaillé un peu à Lima. Il m'a conté un peu ses expériences à la mine. Et après, on a choisi de partir ensemble et d'aller jusqu'à la Rinconada. Il n'avait jamais été à la Rinconada, mais il était curieux parce que c'est un peu un lieu renommé, un lieu mythique, mais renommé aussi dans le milieu des mineurs. Et donc on est parti et pendant le voyage on a fait des étapes dans des lieux qui appartiennent à son histoire ou à l'histoire de sa famille. Et la dernière des étapes qu'on avait fait, c'était la mine du Sécroche. C'est la première mine que vous avez vue dans le film et que c'est là où il a commencé à travailler en mine. Et c'est la mine qui est plus facilement, dans laquelle il va plus facilement. On voit qu'il a des attaches, qu'il revient chez la même personne, etc. Exactement. En faisant ce voyage, on a continué à travailler sur son passé, surtout sur le côté, on peut dire, du pensée magique, non? Cette pensée qui n'est pas réelle, mais c'est vrai parce qu'il change un peu les relations entre les gens. Hein. Et donc, il m'a emmené un peu dedans ces pensées magiques. Et en fait, on a pensé ensemble pendant le voyage jusqu'à la Rinconada. Qu'est-ce qu'on voulait compter avec son personnage. Non? Et en fait, dans chaque petit mine, on a dans la place, on a la statue du mineur. Et donc, on s'est dit, peut-être on ne va pas seulement raconter ton histoire, mais on est aussi en train de compter l'histoire de la statue. Au mieux, on est en train aussi de compter l'histoire on peut le nommer le mineur inconnu, non? Les gens qui sont disparus, morts, dans l'histoire de l'or, non? De l'exploitation de l'or. Vous devez penser que c'est une histoire vraiment extrêmement tragique, parce que seulement à Potosí, où il n'y a jamais eu l'or mais l'argent, mais c'est reconnu qu'il y a eu au moins 6 millions de morts, seulement à Potosí. Et donc on s'est dit ensemble, on est en train de compter aussi cette histoire des gens qui ne sont jamais été comptés. Et en plus, pendant le voyage, il a redécouvert un petit cahier sur lequel il avait commencé à écrire des petits contes quand il y avait entre 14 et 15 ans et il travaillait dans la mine. Il avait commencé à écrire ces contes pour chercher, parce qu'il avait besoin de trouver une frontière entre le pensée magique et la réalité. Et donc, en fait, on a commencé à y travailler encore sur les contes. On l'a réécrit pour 4 années, plus ou moins. Et sont tout à fait la base sur laquelle a écrit la voix off qui nous accompagne. Salgado, qui a produit des images d'une mine à ciel ouvert, des images dantesques.
où l'on voit des hommes accrochés les uns aux autres, accrochés sur les pentes abruptes de cette mine à ciel ouvert. Et là, on est dans une vision dantesque. C'est l'enfer. Et votre film, ce n'est pas l'enfer. Parce que vous donnez petite touche, petit à petit, on entre, nous aussi, dans la mine, c'est-à-dire aussi dans la condition du mineur, et dans ce qui fait que le mineur, il va vers un destin funeste. Et par petites touches, vous, par exemple, vous dites des morts, des disparus, à la fin, je bois et j'ai envie de boire, l'argent qui est dépensé dans les femmes, dans la drogue, dans tout ce qu'on prenait en alcool. Et finalement, on s'aperçoit qu'on est un peu, d'une certaine manière, qu'on est entré, sans le sentir, dans cet antre de la mort. Je vous donne ces impressions. Ici, en fait c'était un peu l'objectif que j'avais de pouvoir vous mettre dans la dimension de découverte, de cette univers minière qui a un gamin de 13 ans et découvre en même temps un lieu, mais aussi un signifié de ce lieu qui n'est pas vraiment la chose physique, mais il y a aussi une autre réalité à côté. Et comment chercher de gérer une quotidienneté dans cette découverte. C'était pas pour cette image des Salgado sont incroyables, mais on ne peut pas vraiment rentrer dedans les images. Non? Moi, je voulais vous mettre dans la peau un peu de les images de Salgado sont extrêmement exagérées. Les noirs sont plus que noirs, quoi. Ce qui fait que ça donne ce côté, effectivement, presque irréel, quoi. Alors que vous, c'est de la face, j'allais dire, une forme de réalité. C'est la réalité. Peut-être je peux rebondir sur le choix du noir et blanc, du coup, comment ça s'est décidé? Oui, c'était une décision qu'on a prise au début du travail de développement. Parce que, en fait, je le dis déjà, la dimension tragique dans laquelle c'est pas possible vraiment d'en sortir si on est en train de voyager de mine à mine. Et donc, dans cette dimension historique, pour moi, le mineur, ça devient un peu un nouveau Sisyphe, donc il travaille très dur pour rien finalement. Et donc, et en plus, je me suis rendu compte d'une chose très banale, qu'on ne peut pas reconnaître l'or en noir et blanc. Et donc, c'était un peu un choix pour synthétiser ce discours. C'était un choix esthétique pour synthétiser tout ce discours-là. En plus, je voulais faire, parce qu'en fait, je ne le considère pas un film sur la mine d'or péruvienne. C'est plutôt, on peut dire, un film, oui, joué au Pérou, mais plutôt sur le rapport entre l'être humain et l'argent, représenté par l'or. Et donc, j'ai cherché une histoire plus universelle, et surtout, je ne cherchais pas du tout une image exotique. Oui, oui. Et est-ce que si on avait vu le film en couleur, on le voit alors, en fait? Oui. D'autres questions? Oui. Je voulais savoir, ça se passe comme ça encore maintenant? Enfin, je veux dire, c'est actuel, je veux dire, la face. Tu as tourné quand, justement? Tu as tourné 2019, oui. Ça se passe comme ça? très proche. Ça passe. Oui, oui. Et à un moment, on voit que
acheter une nouvelle lampe. C'est-à-dire que les mineurs, ils s'achètent leur matériel pour travailler. Oui, oui. Ben, en fait, il y a ce système qui s'appelle cachorreo et qui, en fait, les gens ne sont pas salariés, ils travaillent gratuitement et après, ils ont l'opportunité de travailler pour soi-même. Donc, de prendre ou des sacs, ou prendre un certain nombre de sacs de matière dedans le tunnel et après faire tout le processus. Ou sinon, de travailler pour des jours pour soi-même. Et ils prennent aussi des pierres et après ils font tout le processus pour avoir l'or. Donc c'est dans ce système-là qu'il a la chance à... ça devient central, non? Parce que ça dépend si quand tu as la possibilité de prendre les pierres pour toi-même, s'il y a la vin, si la vin est grand ou pas. C'est pour ça, mais ils ont aussi, le gouvernement a aussi essayé de changer le système, donc d'arrêter le cachorreo, mais ce sont les mineurs même qui ne veulent pas parce qu'ils ils pensent de perdre le pouvoir d'achat. Petit à petit, peut-être. Et je pense que comme ça, ils ont aussi la sensation d'être des partenaires pour les ouvriers. D'avoir une certaine prise un peu sur leur activité finalement. Une copropriétaire, on peut dire. Ouais. Il y avait d'autres questions? Oui, il y avait monsieur depuis tout à l'heure. Vous avez en partie répondu sur vos choix, bon, le choix du noir et blanc, le choix aussi de voir le rapport du mineur avec l'argent. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est pour confirmer si ça va dans le même sens, c'est que, bon, c'est beaucoup vu au ras du sol, à hauteur d'homme. On voit des choses qu'ils font, mais au final, on ne comprend pas très bien le fonctionnement général de la mine. Et je pense que c'est un choix volontaire pour justement rester au près des personnages, de cette pensée magique, de ce rapport avec... C'est un peu troublant parce qu'on dit, mais finalement, il y a plein de monde, c'est tout un truc, c'est une vaste usine, enfin, c'est une vaste entreprise, une vaste installation industrielle, mais et comment ça fonctionne au final avec toutes ces personnes? Bon, il y a un orchestre, c'est quand même, il y a une vie qui est extrêmement importante, c'est une petite ville. Voilà, donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce choix-là? Et j'avais souvent un peu moins que 80 minutes à gérer. Et donc, j'ai préféré vraiment me concentrer sur cette dimension de découverte de ce qui est réel ou pas, ou pensée magique. Parce que j'ai trouvé que c'était aussi ce qui m'intéressait le plus. En plus, c'est vrai que c'est le monde de l'univers de l'or au Pérou, c'est vraiment complexe. Parce qu'on a la mine industrielle, un ciel ouvert même, et après on a toute une série de différents types de mines qui vont de l'informel à l'illégal. Et en particulier, bon, vous avez vu deux différents types de mines, parce qu'à Secoche, la première mine sont des petites entreprises qui gèrent tout. Les petites entreprises, je dis le frère de José avait une petite société. Et par contre, à la Rinconada, il y a la corporation Ananea qui gère tous les tunnels principaux, mais aussi les outils au niveau industriel. Et après, on a toutes les petites entreprises qui gèrent les tunnels secondaires. Et aussi là, il y a plusieurs moyens. Quand j'étais là, il y avait
une entreprise qui voulait faire un petit lac des chanures parce que la dimension industrielle pour processer l'or dans la dimension dans l'industrie pour processer l'or il faut utiliser le chanure et pas le mercure. Donc il était en train de penser comment faire. Après il y avait tout, on peut dire une discussion légale sur ce à plus pouvoir les droits d'exploitation que la propriété sur le terrain. Et en plus, il cherchait de faire arriver Barrick, qui est une des plus grandes entreprises d'or, évidemment, ils sont canadiens, et pour acheter tout l'endroit, tous les droits d'exploitation, et travailler sur pas plus dans les tunnels, mais seulement finalement faire une mine à ciel ouvert. Donc on était déjà dans ce contexte vraiment difficile. En plus, c'est une ville qui arrive à contenir plus ou moins 80 000 personnes. En plus, il y a tous les phénomènes de la traite, surtout des femmes, des filles. Donc, il y avait vraiment trop de choses à expliquer dans un film. Moi, je ne voulais pas faire un film qui expliquait des choses, plutôt faire un film qu'on amène dans une empathie avec le protagoniste. Donc, j'ai fait des choix, mais comme vous disiez, la phase d'écriture, c'était vraiment une phase d'enlever. À la Rinconada, on avait aussi la Luisca Romero, qui est une médiatrice culturelle, et elle a travaillé de février 2015 jusqu'à février 2019 elle a fait des réunions partout, des rencontres partout au Pérou, parce que la Rinconada, quand même, c'est un lieu qui concentre différents pouvoirs. Il y avait les politiciens, il y avait la corporation, mais aussi ce sont des lieux dans lesquels c'est vraiment facile laver de l'argent. Donc, si vous pensez que le Pérou c'est le majeur producteur de cocaïne, donc elle a fait ce travail-là parce qu'en fait, on ne voulait pas aller à la Rinconada voler des images, mais on voulait vraiment rester à vivre à la Rinconada parce que le but c'était de créer un petit groupe de gens et faire du cinéma ensemble. Mais pour le faire, on devait partager la cour pour la toilette au matin, parce qu'il y a souvent des toilettes collectives où dormir à la Rinconada, c'était vraiment la différence. Mais elle a travaillé 4 ans pour vous. Ouais. Et donc c'est vrai qu'on voit que les conditions sont extrêmes, hein. D'ailleurs ils disent très souvent qu'ils ont froid, qu'ici il fait froid, enfin, c'est quelque chose qui est très présent je trouve dans le film. Moi j'ai eu froid en le regardant. Donc c'est quand même un tournage dans des conditions qui étaient quand même très extrêmes, et puis je ne parle pas de l'altitude. Comment vous l'avez vécu du coup ce moment-là? En fait, vous avez vu, Roger avait une petite chambre avec un lit, et nous en fait on n'avait pas de lit, donc on dormait sur le sol. Et sur l'altitude, nous on n'a pas eu vraiment de problèmes. Oui, je ne sais pas dire si j'avais tout mal parce que c'est en montagne, donc il faut toujours monter, mais pas vraiment pour l'altitude. Et les froids, oui, parce qu'on n'a pas de moyens de se chauffer. Donc, les seuls lieux qui ont le chauffage sont les lacs.
Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur le retour de ce jeune mineur ou vous avez perdu le contact? Non, ben, rassurer, c'est fort parce que vraiment, si vous prenez 15 jours de sa vie, vous pouvez tranquillement faire un documentaire très intéressant. Et bon, maintenant, et à Sécoche, dans la première mine, mais il ne travaille pas dans la mine, il travaille à côté, dans un garage pour ranger des outils pour la mine. Tout ça. Et il a eu le deuxième fils. Donc, mais par contre, à Sécoche, il y a un grand alluvion. On dit alluvion, non? Un glissement de terrain. Ouais, parfait. Un glissement de terrain. Un glissement de terrain qui a complètement détruit le pays. Et ça s'est passé à la fin de février. Et donc, il a été bloqué dans le pays, oui, parce qu'il avait aussi 4 personnes à bouger, mais il demandait, les gens qui ont les voitures demandaient quelque chose comme $100 chacun. Donc, pour les moyens, on ne pouvait pas aussi même envoyer rien parce qu'il n'y a pas plus de banque, il n'y a pas de moyens de faire voir la poste. Et donc, ça c'était un peu la dernière fois que je... Que tu as dit? Oui. Les modèles de triporteurs, c'est des fabrications péruviennes. Comment? Les triporteurs, c'est Des fabricants? C'est Non, je pense indienne. Ah, c'est indien. Ah, d'accord. Il y a Echo. D'accord. Oui, il y avait... Je crois dans une forme un peu ouverte du cinéma. Et j'aime bien aussi que le signe ne signifie pas seulement une chose, mais plusieurs en même temps. Et après choisir, c'est un peu difficile. La chose, si je dois choisir une chose, c'est un peu, je pense que c'est la manière, j'ai deux versions, la manière de représenter le réalisme capitaliste ou de représenter la religion, le capitalisme comme religion. Non? Donc ça dépend si on aime plus Michael Fisher ou Walter Benjamin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans les... Tu es italien, Oui. tu viens de Turin et tu parles très bien français. Et tu m'as dit que tu avais fait des études en Belgique, Oui. Et là tu as appris la langue française et tu as passé un master, c'est ça? Oui. Si je ne me trompe pas. Il est venu au cinéma par des courts-métrages et tu as tourné un film en espagnol, et non pas en Europe, mais en Amérique latine. Et je lui ai dit pourquoi, il m'a dit je suis le produit de la mondialisation. Voilà ce qu'il m'a répondu. Donc c'est bravo à toi, en tous les cas, tu nous as fait découvrir ce qu'on connaissait plus ou moins, mais pas vraiment comme ça. C'est très poignant. Merci. Moi j'avais... Allez, je fais une petite question avant que vous posiez la vôtre. Dans cette rencontre avec ce personnage-là, cette personne, ce jeune homme, est-ce que tu dirais que cette expérience l'a transformé? Enfin, est-ce que tu crois au fait qu'on peut transformer les gens en faisant du cinéma avec eux? Je crois que non. Non, je crois qu'on peut passer différemment certains jours. Donc, on a changé ce mois-là dans lequel on a eu contact. Après, oui, il a des contacts qu'il n'avait pas, mais ça ne change rien. Le même, ça a été un peu le goût de la rencontre, ça veut dire chercher des gens avec lesquels ils veulent faire des choses différentes de la normalité, c'est de voir un peu la propre existence pour des jours dans un autre point de vue. Et c'est tout.
non, je ne vois pas dans la possibilité. Est-ce qu'il y a mis quand même du sien dans ce film avec le fait qu'il ait repris ses propres textes, la voix off qu'on entend, qui est aussi des textes qu'il a retravaillés. Enfin, je veux dire, il y a mis beaucoup d'investissement aussi. Oui, en fait, on voulait aussi réécrire tous les contes et chercher de les publier, mais en fait, c'est pas possible parce qu'il vit vraiment cette vie-là, donc il n'a pas le temps de le faire. Donc, il n'a pas le temps d'échanger. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Oui. Moi, je dirais que tu es le produit de l'ouverture. Grâce au cinéma, voilà, c'est ça. Parce qu'on sait bien que les gens ne peuvent pas vraiment voyager. Comment? Parce que la modélisation a aussi fait qu'on a construit un peu un moyen de vivre moyen. Je pense qu'on se comprend mieux, donc on peut vraiment oui, changer, oui. parler comme un être humain qui rencontre l'autre Oui, être humain, tu même échanges si tu davantage. n'as pas étudié la culture pour des années. Mais je trouve aussi intéressant comme la culture spécifique d'un lieu réagit un peu au capital, parce que finalement tout le système du pensée magique lié à la mine d'or, c'est en fait la tentative de chercher un cadre explicatif dans une réalité où la vie humaine n'a rien valeur. Le choix de la musique, alors on a utilisé pendant le carnaval, je voulais dire, parce qu'il y a tout un fil de narration entre les jeux sur la colonisation un peu. Donc je voulais avoir une musique très européenne. C'est pour ça qu'on est parti, on travaille sur un valse, après on l'a modifié. Et après, sur les commentaires, les autres commentaires musicaux, c'était. Moi, je voulais quelque chose de très minimal, et après, c'était un peu c'était le musicien, Ivan Pizzino, qui a lu le film comme une version de Dead Man de Jim Jarmusch. Je ne sais pas si. Et quand même, là, donc, il a choisi d'utiliser cette guitare. Comme base. C'est très beau. C'est le travail du film est très chouette. Et après, on a cherché sur le son, on peut dire, sur le sound design, de jouer avec, de créer quelque chose qui pouvait amener dehors un peu de la réalité. Et pour aider cette idée de pensée magique. Donc, on a mis en évidence des bruits qui normalement sont vraiment très bas, comme les sons des vêtements, tout ça. Ça dépend. Après, on l'a modulé. Il y a une dernière question. Je voulais parler des moments que j'ai trouvés les plus angoissants quand on entend la dynamite dans la montagne et quand on parle d'un jeune de 13-14 ans que la montagne va le prendre, on a l'impression, je ne sais pas, comme si c'était un sacrifice humain. Un peu plus tard, ça serait une femme. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'on l'envoie allumer une mèche, après il saute avec le reste pour jurer le sort? Enfin, c'était un peu mystérieux pour moi. Ben, en fait, parce que ça s'appelle le pagacho, donc il y a toute une série de rituels. Voilà. Et c'est volontaire, on sacrifie des humains. On sacrifie des humains aussi. Je me suis dit, mais on est à l'époque des Incas, on est à l'époque de... Ah oui, c'est un mélange de traditions. Oui. Oui. Et oui, ça passe dans différents moyens, donc on peut...
le premier conte nous conte d'un bagage pas vraiment ritualisé, donc quelqu'un qui ne connaisse bien, qu'il arrive, qu'il vient d'arriver pour travailler dans la mine, et qu'il ne connaisse pas vraiment bien, on le fait rentrer dans la mine, et c'est un accident, hein, c'est un peu caché comme un accident. Et sinon, on a des bagages vraiment ritualisés, donc on amène le sacrifié dans la fin du tunnel, après on a tout le rituel, et après on... Donc ça a lieu encore de nos jours. Oui, oui. Oui, mais c'est mystérieux parce que... C'est camouflé, c'est caché. Hein? En fait, c'est une chose... On avait parlé... Avant, je parlais du pensée magique, que c'est une chose qui est réelle et pas vraie, non? Donc, réelle parce qu'il change. Donc, le bagage, le sacrifice, c'est quelque chose que... le pensée magique, c'était pas réel, mais vrai. Et le bagage, c'est une chose qui est réelle, mais pas vraie. Donc, c'est mystérieux parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une vérité processuelle, parce que il n'y a que des investigations sur les disparus, mais il n'y avait jamais de corps. Et donc, je pense a posteriori que le pouvoir dans le bagage, comme gestion, non, toute une collectivité, c'est vraiment ce mystère. Parce que sinon, ce sont des homicides. Mais c'est le mystère qui le fait devenir vraiment puissant par rapport à la relation entre les gens, je pense. Merci. On va le laisser parce que demain tu pars à Avignon. Oui. On va le raccompagner. En tous les cas, on le remercie. On remercie aussi le Rideau. Voilà, merci Antoine, merci de ta présence. Voilà, et merci d'avoir été là. N'hésitez pas si vous n'êtes pas là. On sera en contact. Merci beaucoup. Voilà, merci pour l'association des cinémas hispaniques de nous avoir fait une fois de plus confiance. Et puis, bon vent pour cette drôle de mini-GTR. Qui cache bien ce que je veux.